Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Avoir mal aux cheveux, ce n'est pas le seul inconvénient des soirées étudiantes. Pour parler de la fête et de ses débordements, l'UBO organise l'opération Histoire de soirée cette semaine et la semaine prochaine. Anna Meignier, vice-présidente de l'UBO, nous en parle dans un instant. Mais tout de suite, l'actualité de ce jeudi 24 janvier 2013 dans le Finistère. Et on commence par ce chiffre du jour, plus 16%, c'est l'augmentation du nombre de cambriolages dans le Finistère. En 2012, le bilan de la délinquance a été présenté ce jeudi par la préfecture. Les faits de délinquance en général augmentent de 5,97%. Un bon chiffre dans ce bilan médiocre, celui de la sécurité routière dans le département, la baisse de 10% du nombre des tués sur la route. 40 morts en 2011 contre 36 l'année dernière. Et puis le ministère doit revoir sa copie pour la future centrale à combiné gaz à Landivisiau, moins de 2 semaines après la signature du décret autorisant l'exploitation de cette centrale. Le texte doit être annulé. En cause, une erreur de rédaction. Le ministère de l'Environnement s'est trompé sur l'adresse de l'installation. Le texte situait la future centrale dans le centre-ville de Landivisiau et non dans la zone du Verne comme c'est prévu. Un nouveau décret est en cours de rédaction. La première édition du salon Finist Vert a débuté ce jeudi matin à Saint-Urbain. Dans ce salon réservé aux professionnels des espaces verts, 60 exposants présentent la panoplie du parfait jardinier. Et qui dit parfait jardinier dit aussi solutions écologiques. Pierre-François Vatras a rencontré ces entrepreneurs aux mains vertes. Grenelle de l'environnement oblige, le salon Finist Vert est vraiment très vert. Les collectivités locales ou les paysagistes trouveront ici des solutions écologiques, comme cette technique de désherbage à l'eau. On chauffe de l'eau au travers une chaudière et elle est pulvérisée immédiatement sur la plante. Cette eau chaude qui est chauffée donc entre 80 et 95 degrés donc détruit les cellules de la plante et ça agit exactement comme un désherbant. Les désherbants sont souvent des produits phytosanitaires nocifs pour l'environnement. Il y a 10 ans, la vente de ces produits représentait 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise Cabellis. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 15%. Son premier produit désormais, c'est le paillage. Le paillage fonctionne de manière très simple. En fait, vous faites vos plantations, vous appliquez 10 cm de paillage, il met environ 5-6 ans à se dégrader et en fait, comme on couvre le sol, il n'y a pas de germination possible et les mauvaises herbes ne poussent pas. Cette machine en démonstration permet même aux services municipaux de fabriquer eux-mêmes leur paillage. Les budgets des collectivités sont plus serrés que les années précédentes et les fournisseurs s'adaptent. Les collectivités auparavant utilisaient un tracteur spécialisé pour la tonte, un autre spécialisé pour la manutention, donc c'était des investissements plus conséquents et plus nombreux. Donc avec ce modèle-ci, petite puissance, ils ont un tracteur unique comme un couteau suisse avec de multiples possibilités d'utilisation. Les professionnels des espaces verts ont jusqu'à ce vendredi soir pour découvrir les nouveaux matériels. Et on poursuit avec l'image du jour, c'est la nouvelle application TBO pour les mobiles, smartphones, tablettes. TBO est désormais disponible sur vos appareils mobiles. L'application permet de voir l'antenne en direct, mais aussi de revoir vos émissions préférées, comme le JT que vous voyez à l'instant. Le tout est gratuit, bien entendu. À Brest, l'association de développement de l'économie solidaire organise jusqu'à samedi les 6e rencontres régionales pour l'habitat collectif et participatif. Mais l'habitat participatif, qu'est-ce que c'est ? À l'Opérette, 24 propriétaires cohabitent sur un seul et même terrain. Ils y ont construit 8 maisons. Julie Sicot a voulu savoir comment se déroulait et s'organisait la vie sur place. 8 maisons en bois, sorties de terre il y a 1 an et demi, à l'Opérette. Ici, les 24 habitants font partie de l'association Ecocoum, une copropriété horizontale. Chaque foyer n'est pas propriétaire de son terrain. Donc c'est la copropriété en fait qui détient le terrain, le sol. Et donc chaque habitant a un droit à construire
sur ce terrain. Ce jour-là, les habitants reçoivent la visite d'une classe de terminale. Les élèves doivent aménager la station d'épuration de la collectivité. Un travail pédagogique pour eux et un aménagement intéressant pour les copropriétaires, car sur ce terrain de 6000 m², tout est participatif. Nous, par exemple, puisqu'on est autoconstructeur complet, on a donc fait appel en fait à des structures, des associations, notamment pour la paille et les enduits terre. Ce n'était pas uniquement une entraide interne, ça a été largement ouvert vers des chantiers participatifs pour des gens qui veulent se former, quoi. Janet est une des copropriétaires. L'habitat participatif pour elle, c'est beaucoup d'échanges et de coups de main. Par exemple, lundi soir, je garde 2 enfants parce que la maman n'est pas là. C'est aussi quand quelqu'un se déplace en voiture pour faire les courses, il propose aux autres la liste des courses de chacun, ce qui réduit nos trajets en voiture. C'est pas vraiment vivre les uns chez les autres, hein, c'est pas du tout ça, mais savoir que le voisin est là, la voisine est à côté, si jamais un problème. 19 habitats participatifs comme celui-ci ont vu le jour dans le Finistère. Prévenir les débordements des fêtes étudiantes, c'est l'objectif de l'UBO, l'Université de Bretagne occidentale. Mais comment canaliser l'énergie des 20 000 étudiants prêts à faire la fête? C'est l'objet de l'opération Histoire de soirée qui se déroule cette semaine et la semaine prochaine sur le campus de l'UBO. Anna Meignier, bonjour. Bonjour. J'allais dire campus de l'UBO parce qu'il y a à la fois des animations sur le campus à Brest, mais aussi la semaine prochaine à Quimper. En mars, à Quimper. En mars, à Quimper. Alors, vous êtes vice-présidente étudiante de l'UBO, c'est-à-dire que vous siégez à la fois au conseil d'administration ou aux côtés du président, des enseignants, mais aussi vous êtes étudiante. Alors, en tant qu'étudiante, est-ce que vous avez été témoin récemment ou moins récemment de débordements lors de fêtes ? Alors, les débordements, tels qu'on les appelle, c'est plus les nuisances sonores dans la rue ou éventuellement des étudiants qui ont un peu trop bu et qui chahutent. Ça m'est arrivé, oui, d'en voir. Et, je pose cette question parce que vous avez participé donc à l'élaboration de cette opération Histoire de soirée. Et c'est une opération qui est vraiment basée sur des témoignages et sur le déroulement d'une soirée étudiante. Hein. Oui, c'est ça. C'est un échange avec les étudiants sur la façon dont ils vivent leur soirée. Alors, c'est-à-dire que c'est organisé à partir du début de la soirée, tout le long de la nuit et même le lendemain matin. Jusqu'au lendemain matin, oui. On commence dans un appartement, donc on a recréé le décor d'un appartement où là, on travaille avec la SMEBA, donc qui commence à donner quelques messages de prévention sur le début de la soirée qui se déroule donc à l'appartement. Puis on passe sur le décor bar, hein, où là on avait la LMDE et l'AMPA 29 qui participaient pour donner des conseils aussi. Les partenaires sociaux. Voilà. C'est important de commencer le dialogue dès le début de la soirée, dans le scénario ? Oui, parce que c'est à ce moment-là qu'on se demande comment est-ce qu'on va rentrer, qu'on mange aussi. C'est important de manger dans une soirée. Voilà, avec qui on va rentrer, qui est-ce qui conduit. C'est à ce moment-là qu'il faut se poser les questions et pas une fois qu'on se retrouve seul dehors. Anna, vous parliez après du bar, évidemment. Qui dit bar dit forcément souvent consommation d'alcool. C'est souvent le point noir des soirées étudiantes, la consommation d'alcool et même parfois d'autres produits psychotropes. Alors c'est surtout sur là qu'on peut agir en fait, qu'on peut prévenir les étudiants de ce qu'ils risquent et puis les amener à des consommations responsables et raisonnables. Alors consommation responsable, raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a aussi une manière de doser, si on peut dire, sa consommation. Vous avez des ateliers comme ça qui permettent de se rendre compte un peu des effets? Alors oui, là, justement les partenaires qui étaient là montraient que les doses maison sont pas toujours les mêmes que les doses bar et qu'il faut se méfier, et notamment dans la façon de calculer son taux d'alcoolémie si on doit prendre les doses la maison, voiture. ça veut dire qu'elles sont un peu plus importantes? En général, oui, c'est dans ce sens-là. D'accord. La sécurité routière, évidemment. Oui, avec les pompiers volontaires aussi qui étaient là, donc pour l'étape d'après qui était la rue. Donc pour tout ce qui est savoir mettre un ami en position latérale de sécurité au besoin. Il faisait aussi des petits rappels de massage cardio-pulmonaire. Pour un petit rappel, ça fait jamais de mal aux étudiants, même s'ils ont déjà eu souvent des formations là-dessus. Alors, vous prenez aussi l'exemple de la rue, enfin de la circulation dans la rue, parce que c'est là aussi que se passent parfois
des problèmes, des agressions ou parfois des gens qui se blessent parce qu'ils sous-estiment un peu ou surestiment leur état plutôt. Oui, alors la question de prendre la route après avoir bu est assez bien passée chez les jeunes, mais il faut quand même savoir qu'il y a des risques à être piéton aussi. Et c'est vrai que tout le long du parcours, on l'a mis en avant. Rentrer seul, on l'a dit. Et puis attention à bien marcher sur le côté de la route quand on est alcoolisé aussi. On a cette perte de notion qu'il faut bien en être conscient. Et oui, voilà, tout ce qui est se faire agresser, faire attention par où on rentre, avec qui on rentre. Et l'importance, donc, c'est évidemment le dialogue autour pour pouvoir... Bien sûr, c'était absolument pas moralisateur. C'était vraiment discuter avec les étudiants, éventuellement revenir sur des situations où ils ont été en difficulté pendant leur soirée. Voilà, et l'opération, donc Histoire de soirée, se poursuit la semaine prochaine sur le campus de Brest, encore. Oui, à la faculté de médecine. Et donc, il y a aussi à la fin du parcours le petit déjeuner offert par la FEDB, donc en lien avec l'UBO, bien sûr. Et puis, il y a le service de médecine préventive qui est là aussi pour débriefer un peu du parcours de soirée. Merci beaucoup Anna Meignier d'être venue nous présenter cet dispositif Histoire de soirée. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.